Salam alaikum. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Mayday, Mayday. Vous êtes là les fenêtres. Les DZ, salam alaikum, marhaban bikum. سيدتي وسادتي في هذا اللقطة نتكلموا على المشكل مع السيدة لويزا حنون الماركسية avec tout le respect bien évidemment, c'est une personne qui pourrait être un parent. Voilà, on va écouter sa vidéo concernant la sortie du professeur Belrit, une tentative de mystification, encore une fois l'hystérie du débat. On n'est pas là pour faire de de l'ethnographie, ni de l'historiographie, ni de l'histoire. Ce n'est pas le débat. On veut comprendre les enjeux actuels, notamment. Je ne vais pas parler des Émirats, ou peut-être après, lors d'une digression. Il y a des éléments assez graves aujourd'hui. Et on va parler juste de sa déclaration concernant la sortie du professeur Belrit. Donc, c'est insupportable. J'arrive pas à mettre en marche la vidéo pour qu'on écoute tous ensemble ce qu'a dit notamment Louisa Hannoun. Donc pour vous expliquer un petit peu le champ politique algérien, c'est pas comme en France. L'extrême droite, je pense que tout le monde doit le savoir, dans sa mémoire cognitive, ça doit être chargé, mais on va la réactualiser. En Algérie, plus tu te rapproches vers le camp conservateur, plus tu te rapproches vers les traditionalistes, ceux qui sont rigoristes ou bien les intégristes musulmans, tu vois, qui est un courant traditionnel en Algérie. Si on doit faire une pseudo-analyse, comment dire, historique, si on doit faire la transposition, les pères de la Révolution, beaucoup étaient, on va dire, d'extrême droite, et c'est tout à fait normal. Ou bien la gauche nationaliste, d'autres. Donc voilà. Aujourd'hui, si on doit faire le parallèle avec la France, en Algérie, plus les partis sont traditionalistes et musulmans, plus ils sont d'extrême droite par rapport par rapport à la politique française. Donc voilà, Louisa Hannoun, elle, clairement, elle est de gauche, notamment. Elle est de gauche, notamment, elle le cache même pas, elle est trotskiste, et elle parlait notamment quelque chose d'intéressant que j'ai relevé. Elle parlait d'influence étrangère. Son discours, elle l'a fait en français. Elle parlait d'influence étrangère, d'ingérence même. Sachez que son parti des travailleurs, Hezb el-Ummal, est un parti d'extrême gauche, trotskiste, laïque, athée. Et je dis pas, c'est une démocratie l'Algérie. Après tout, c'est un beau signal. Et puis, qui revendique des prises de position conformes à la gauche européenne. Donc il y a une internationale trotskiste. Et même dans l'esprit de Trotsky, qui était le camarade de Staline et de Lénine, c'était le préféré même, c'était lui qui devait normalement succéder à Lénine. Il y a eu un concours de circonstances, mais ça c'est une autre histoire. C'était un partisan de la révolution dans le monde entier, pas seulement qu'en URSS, pas seulement qu'en Russie. Contrairement à ce que les partisans, les bolcheviks les plus acharnés de Staline, qui eux voulaient figer la révolution, si vous voulez, comme à l'époque de la Révolution française, qui voulaient figer la révolution en Russie. D'accord? C'est comme, si vous voulez, les Girondins qui voulaient exporter la révolution et les montagnards qui voulaient garder la révolution à l'intérieur en France. Les robespierristes et puis les Girondins. Donc voilà, c'est une trotskiste, adepte de la révolution permanente, donc avec tout ce que ça comporte en termes d'idéologie. Ah là, c'est relayé bien évidemment en France parce que c'est une internationale. Donc quand elle parle d'ingérence étrangère, elle est un petit peu mal placée, avec tout le respect que je dois à cette bonne dame, à cette bonne femme. Elle est, victime de son propre argument. Ensuite, on va essayer d'analyser. J'arrive pas à faire passer la vidéo. Que l'Algérie et le Pakistan partagent une...
Ah oui, voilà. C'est pour ça que ça marchait pas. Ces derniers mois. Voilà, on va regarder, on va écouter ensemble. On a eu beaucoup d'actualités en ce moment. Voilà, on va écouter. On va écouter. Quand il vient de l'extérieur et que Je sais pas si vous entendez. immunisé de l'intérieur. Est-ce que vous entendez la voix de Louisa Hanoun? Non, non, non. Je veux pas de. Attention. Tahia DZ, fais attention. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. Je vais donner un conseil. Je vais donner un conseil à tous les Algériens. D'ailleurs, je le rappelle comme un rappel. Tous les comptes qui sont violents ou bien qui insultent, la plupart des cas, ce ne sont ni des Algériens peut-être, et ce serait plutôt des comptes, comment dire, liés justement à Maître Lazizani dans le camp des Algériens. Donc ne soyez pas victime de votre impulsivité, ne répondez pas du tac au tac, les insultes disqualifient ceux qui les prononcent, même dans l'anonymat. Donc voilà, dernier avertissement, ceux que je vois en train d'insulter, je les bloque, d'accord? Faites attention. On est en train de parler de choses relativement sérieuses, même de manière détendue, mais c'est quand même sérieux. Donc, est-ce que vous m'entendez bien là? Pour que je puisse passer la vidéo, on va l'analyser entre nous, et vous allez voir, vous serez un peu surpris de la liberté de ton que Louisa Hanoun pratique de manière totalement libre. Voilà. On peut faire face. Mais quand il a des prolongements à l'intérieur, c'est beaucoup plus grave, parce que c'est une gangrène, voilà. Et ces derniers jours, nous sommes tous scandalisés furieux par avec la provocation sans précédent, leader avec le pseudo-professeur d'histoire. Ce n'est pas un pseudo-professeur d'histoire, c'est un professeur qui enseigne à l'université d'Alger, qui est très connu d'ailleurs. Et il est très lié notamment à l'administration algérienne. Je crois qu'il est fonctionnaire ou je crois qu'il a un poste officiel. La déclaration qu'il a faite, c'est en Algérie. Et il était habitué de ces déclarations. Dernièrement, la plus connue, c'est celle qu'il a fait à Choroq, et même dans plusieurs autres chaînes. À chaque fois qu'il intervient notamment sur ce sujet, il évoque, il en parle de la même manière. Strictement dans la ligne de droite des historiens algériens, pour ne pas vous les citer, les plus connus comme Abul Qasim Saadallah et puis Cheikh Mbarak El-Mili. Ils disent exactement la même chose et tous les autres historiens parlent de la même manière. C'est connu de tous. Donc il a bien fait la distinction. Il a dit que sa déclaration impose le fait de connaître cette question. Parce que ce qu'il dit, en fait, c'est qu'il n'y avait pas de différenciation entre les populations en Algérie avant la colonisation. Il faut comprendre ça avant de boire ses paroles, si vous voulez. Donc, le fait et je la soupçonne bien évidemment de connaître la réalité et de l'omettre par calcul politique. C'est ça le danger. Et c'est pour ça qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Elle croit qu'on va pas analyser en fait ses paroles avec l'expérience qu'elle a. Mais on sait très bien que ni Balrit, ni tous les historiens ne vont pas nier la présence. Ça, c'est quelque chose de matériel. Il y a toute une histoire, il y a 1400 ans de présence. Comment on peut nier une culture et des peuples qui étaient là avant, dont on a même plusieurs témoignages avant? Ce n'est pas ça qui est en train d'être discuté. Et ils veulent nous enfouir dans un débat historique, avec des documents historiques, mais ce n'est pas ça le débat. Il a parlé d'une politique française, dont on parle depuis plusieurs mois aujourd'hui, et qui est à l'heure aujourd'hui. La France, quand elle est partie d'Algérie, elle a laissé des germes, elle a laissé des graines qui ont bien germé et qui se sont manifestées tout au long du siècle dernier. Et Louisa Hanoun est un fruit de ce berbérisme, de ce pan-berbérisme, d'accord? Donc elle parle d'idéologie étrangère, mais elle-même fait partie d'un parti où il y a une internationale, si vous voulez, même qui les chapeaute, parce que quand elle était en prison, il y avait les trotskistes d'extrême gauche français qui ont fait des pétitions, qui ont fait des petites manifestations pour demander sa libération. D'ailleurs, elle est toujours condamnée, elle n'a pas été amnistiée. Elle a toujours les condamnations sur son casier judiciaire de complot contre l'État algérien. Elle a été condamnée à 15 ans, je crois, de prison. Après, ça a été ramené à 3 ans avec 9 mois ferme, si je ne m'abuse. Donc voilà, le débat, il est là, et on va continuer à écouter cette déclaration.
révisionniste, c'est du révisionnisme en plus. Et c'est incroyable d'en arriver là. Et donc, bon, ça Elle a dit c'est du révisionnisme et du négationnisme. Donc elle utilise la terminologie euh, discriminatoire qui fait que tu ne peux plus, à partir du moment où tu reçois ces anathèmes, t'es mort. Mais en fait, quand on décortique ce qu'elle dit, déjà elle le dit en français, il faudrait statuer à un moment donné en Algérie, on en France ici. Bien évidemment, on parle à la communauté algérienne et ceux que ça intéresse en langue française. Je pense que c'est normal. Nos publics sont ciblés en tant que locuteurs de la langue française. Mais en Algérie, euh, ça fait 70 ans que la France est partie. Il faudra à un moment prendre une décision euh, au niveau de la langue utilisée dans le domaine du champ politique. On fait tout le temps la leçon aux pays arabes, mais les pays arabes, à l'intérieur, dans les organes politiques, même dans la gauche et l'extrême gauche, par exemple en Égypte, ou avant que la Syrie l'éclate, enfin c'est un mauvais exemple la Syrie, ou même dans tous les autres pays arabophones ou dans la sphère culturelle arabe et civilisationnelle, aujourd'hui, je pense qu'ils parlent tous arabe. Ils parlent tous arabe. Ils parlent pas la langue de l'ancien colon. Donc on a cette fâcheuse habitude, notamment qu'a décrite Mohamed Belghit. Il a dit qu'il y avait, jusqu'à un certain moment, le cordon ombilical n'était pas coupé. Et ça passe par quoi? Par des éléments comme la francophonie. Et cette personne-là, Louisa Hannoun, avec tout le respect que je lui dois encore une fois, ne cesse de discourir, de faire des discours en langue française. Et quand elle parle en arabe, elle parle avec difficulté. C'est proche d'une femme en fait qui habite en France et qui parle dans la langue de l'arabe dialectal ou bien de l'arabe ou de l'arabe littéraire. Elle a un fort accent français. C'est ça qui est, c'est ça qui est déprimant. D'accord. Donc on nous parle d'indépendance, de volonté de combattre les ingérences étrangères, mais par contre on parle la langue de l'ancien colon. Toujours aujourd'hui, 70 ans après. Donc ça reste symbolique, mais c'est très important. Euh, Elle a parlé de négationnisme et de révisionnisme. Je ne vois en rien une négation de l'histoire de l'Algérie pré-islamique, premièrement. Les déclarations qui vont suivre, ils sont très graves, hein. Je pense au niveau éthique et même au niveau, comment dire, au niveau de la loi. C'est punissable largement. Mais je ne sais pas, il y a une latence au niveau de ces événements qui se superposent liés à ces affaires, notamment avec les relations internationales et l'actualité brûlante du Sahel, mais ça dénote peut-être d'une fébrilité à l'égard justement de ces déclarations qui sont totalement hors sol. Donc voilà. Négation, il n'a rien nié, Mohamed Belghit. Tous les manuels d'histoire en Algérie sont tous unanimes pour parler de la même manière quand on approfondit la question. D'accord. Il n'a en rien nié ce qui semble être des postulats historiques. Et encore une fois, avant la colonisation française, les gens ne se distinguaient pas par le Amazigh ou le Berbère. On était tous des Arabes ou des Qaba'il, tu vois, différentes. C'est ça le sujet du livre, justement, Berbère de Sion, c'est qu'avant la colonisation française, il n'y avait pas de différenciation. D'accord. Il ne disait pas, toi t'es Amazigh ou toi t'es Berbère. D'accord. Maintenant, quand tu apportes cet argument, on te répond quoi? On te répond, oui, mais laissez-nous découvrir notre culture. Là, ça pose problème. Là, ça pose problème parce que on va se retrouver à faire de l'archéologie. D'accord. L'archéologie, c'est une science qui est relativement récente. Et quand on n'a rien, aucune bibliographie, aucun corpus littéraire, ce qui est assez rare quand même, dans la sphère des civilisations méditerranéennes, sauf vraiment des civilisations très anciennes, c'est fascinant d'étudier ces civilisations parce qu'il n'y a presque rien, comme les Minoens ou bien les civilisations, par exemple étrusques, etc., où il subsiste très peu de traces. Mais là, on va se retrouver à faire de l'archéologie et on va accepter dans le corpus, c'est un non-respect justement pour nos concitoyens kabyles et corodionnaires, parce qu'on va leur imposer peut-être des, comme je le répète à chaque fois, un corpus littéraire qui n'a absolument, un corpus, pardon, culturel. On va former un corpus culturel, un patchwork, comme je l'ai dit plusieurs fois cette semaine, qui va être institué en sacro-saint immuable. Et c'est ça ce qu'elle nous impose. Regardez la façon dont elle va parler après, c'est
C'est vraiment désarçonnant. Le révisionnisme n'est pas une opinion, c'est un crime dans tous les pays. Ce n'est ni un crime, ce n'est ni une révision. Donc là, on est dans le populisme et je sens son inspiration, comment dire, de l'argumentation française. On dirait, j'assiste en fait à une déclaration d'un politique français aujourd'hui. C'est terrible, c'est extraordinaire. Et je vous parlais aussi de la notion de la temporalité, mais dans un autre live, entre les faits historiques français, d'institutions ou pas de légalisation, mais d'autorisation à pratiquer les langues régionales. D'accord? La France l'a fait très très longtemps, après la formation de son État-nation, si on peut parler ainsi, parce que ça s'est fait progressivement. Les États-nations sont deux modèles dans l'étude de l'histoire. On prend le modèle français qui s'est fait très progressivement et on prend les exemples allemands et italiens qui, eux, étaient des petits États qui se sont après regroupés. On sait avec l'histoire italienne, Garibaldi, etc. Et on sait avec l'histoire allemande, qui était une confédération germanique avant de devenir... ça a formé plus de 600 États, pour vous dire, hein, l'Allemagne, d'aujourd'hui, qui a formé, à la fin, 1918, la déclaration de l'Empire allemand avec Bismarck à Versailles. Donc c'est très récent. La constitution réelle de l'État-nation ici en Europe, le processus a été très long. L'Algérie n'a pas eu le temps de faire ce processus. Donc je trouve que c'est normal. On assiste à une situation qui est pour moi tout à fait normale, même si il y avait un héritage, comment dire, de pouvoir algérien, de pouvoir musulman, bâti sur une civilisation arabo-musulmane qui s'est construite très progressivement. Mais là, pour ne pas vous bassiner encore avec des détails historiques, comment dire, qui vont vous faire dormir, là, elle va nous apporter des éléments qui discréditent totalement sa volonté de départ, c'est-à-dire de défense, justement, du patrimoine berbère en Algérie. Elle va instituer comme postulat immuable qu'on est tous amazirs, que tu le veuilles ou non. Vous allez entendre le... C'est un crime. Un appel à la fitna, ce n'est pas une opinion, c'est un crime. Et la loi ta'aqab, le message بالهوية الوطنية, c'est un crime, c'est puni par la La loi. remise en cause de l'identité nationale. Il a en rien remis en cause l'identité nationale. C'est un historien, il est très connu, c'est l'élève du plus grand historien algérien moderne, donc je ne vois, elle parle pas des propos tenus. Tu vois? Il a bien utilisé les terminologies suivantes, il a parlé d'Amazir, et de cette question Amazir qui a été instrumentalisée, bien évidemment, par la France. D'accord? Histoire qu'on voulait nous cacher absolument, que ça a intéressé certains, et ça doit sortir aujourd'hui. Tu vois? Il n'y a pas de complot contre l'Algérie, absolument pas. Je pense que déjà à notre faible niveau, on ne va rien produire du tout en termes de subversion. Et deuxièmement, je pense que les Algériens sont assez solides mentalement et dans leur civilisation, dans notre civilisation, qui dépend de la sphère arabo-islamique, on est assez costaud pour supporter des questions politiques et de revendications. Par la Constitution. Donc Hada, il a franchi toutes les lignes rouges. Et il s'avère que Andou, les liens comme disait Napoléon disait, la Constitution, elle est assujettie au désir des hommes, tu vois. C'est pour vous dire que, bien évidemment, que c'est un argument d'autorité qui, des fois, franchement, me navre, parce que voilà, quoi, c'est assujetti, et puis les États sont assujettis aux hommes qui les dirigent, notamment les grands hommes, donc voilà. Ça ne veut absolument rien dire, elle ne veut pas parler des propos qui sont énoncés, et ensuite, après, elle va faire un amalgame assez douteux, et qui historiquement ne tient pas du tout la route, et l'identité, qui fait fi en fait de l'identité, justement, l'identité plurielle, si on peut dire, de l'Algérie. C'est avec l'entité émiratie, qui est une fabrication artificielle de l'entité sioniste. C'est établi, c'est historique, etc. Donc, de toute façon,
Ce n'est plus discutable du tout. C'est-à-dire, c'est Moussallamat. Ce sont des postulats. Donc, Sha'b al-Jazairi Amazighi, tout le peuple algérien, Arabahu l'Islam, en partie, dans certains endroits, en totalité. Si l'Algérie est un peuple entièrement, 100%, donc elle a dit entièrement, 100% amazigh, et que c'est l'islam qui l'a arabisé, il y a 2 milliards de musulmans dans le monde et seulement 300 millions de musulmans. D'accord? On peut faire aussi, on peut faire les gagas aussi, hein. Si on écoute Louisa Hannoun et si on fait les bébêtes comme elle, si je peux m'exprimer ainsi, on peut dire aussi que les musulmans sont 2 milliards et qu'il n'y a que 300 millions de musulmans, que 300 millions d'arabes, pardon. D'accord? Donc ça n'a aucun sens. C'est purement en fait une déclaration populiste qui vise en fait à attirer le maximum, comment dire, à attirer le maximum de votes dans les urnes pour le Parti des travailleurs. D'autres, pas du tout dans certaines autres régions, avec l'avènement de l'islam, c'est tout. Mais nous sommes Voilà, nous, Allah, elle a dit nous, et les habitants, les Tunisiens ne vont pas apprécier, hein, parce que c'est les plus proches encore des tribus arabes. Nous et les peuples maghrébins, nous ne sommes pas des peuples arabes. Donc là, très sincèrement, je ne vais pas répondre de manière scientifique, parce que ça ne mérite pas de lui répondre, d'accord? Parce que si elle dit ça, ça remet en cause la validité. Et je pense même pas que le MAC soit d'accord avec ça, et les berbéristes intégristes, ethno-racialistes, ethno-nationalistes soient d'accord avec ce qu'elle dit. D'accord? Donc j'aimerais bien, en tant que berbériste, elle-même, elle est en désaccord avec les berbéristes actuels, les plus radicaux, qui sont au Canada ou en France. Donc elle dit que le peuple maghrébin est entièrement amazigh, que tu le veuilles ou non, et l'islam l'a arabisé. C'est quelque chose qui n'est partagé par peut-être une minorité d'historiens pour l'anecdote, des révisionnistes, réellement des révisionnistes. Méfiez-vous des discours politiques populistes. On est à une époque de post-vérité et ils disent exactement le contraire de ce qu'ils veulent dire. D'accord? Il faut comprendre exactement le contraire de ces idéologues gauchistes, laïcistes et athéistes. D'accord? Parce que c'est leur idéologie profonde. D'ailleurs, ça me rappelle des paroles de Kateb Yassine, qui faisait partie d'un groupe radical qui était le groupe des militants anti-religieux, comité qui a été dissous par Staline lui-même en 1949. Pour vous dire qu'ils sont assez brutaux et ce sont des bêtes politiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à perdre et c'est assez navrant. C'est l'extrême gauche radicale. On a demandé le retrait de la Ligue arabe. Nulle part. Donc le retrait de la Ligue arabe, c'est une stratégie. Elle est incompréhensible. Encore une fois, ça nécessiterait une explication en fait, de l'implication de l'Algérie dans la Ligue arabe et dans la sphère culturelle arabo-islamique et tous ses attachements, etc. etc. Donc prendre un choix aussi radical dans une période où certes le monde arabe est dans le creux de la vague, mais qui nécessairement, dans l'échelle de la temporalité, ne veut rien dire, parce qu'une civilisation, on le voit avec la réémergence, notamment des anciens empires, qui aujourd'hui sont sur le haut de la vague et qui sont aujourd'hui même des leaders justement de ce BRICS qui s'est institué en une seconde voie, c'est-à-dire dans l'échiquier mondial. Donc voilà. Elle veut le retrait de l'Algérie de la Ligue arabe. D'accord? Et tout ce que ça comporte, c'est-à-dire... Voilà. On a demandé le retrait de la Ligue arabe. Donc, Sha'b al-Jazairi Amazighi, tout le peuple algérien, Arabahu l'Islam, en partie dans certains endroits, en totalité dans d'autres, pas du tout dans certaines autres régions, avec l'avènement de l'islam, c'est tout. Mais nous sommes, on a demandé le retrait de la Ligue arabe. Nulle part au monde, mais qu'il y a une rabita sur la base de l'arabe. Voilà, elle dit nulle part dans le monde, il n'y a un rabita, c'est-à-dire une affiliation
par la race, comme avec la langue, comme avec les Arabes. Déjà, c'est mentir, parce que dans chaque continent, il y a une organisation qui regroupe les pays qui sont géographiquement proches, et fatalement, les pays qui sont géographiquement proches, ils le sont culturellement aussi. Donc ce serait accusé, par exemple, le, l'association, en fait, le cartel qui regroupe le groupe de Shanghai, ce sera accusé le BRICS. Le BRICS, pas le BRICS, c'est un mauvais exemple, c'est le contre-exemple, pardon, ou bien toutes les organisations, en fait, mondiales, géographiques, qui regroupent les pays. Tu vois, voilà, l'Europe, ce serait remettre en cause, par exemple, l'Europe. Comme si que l'Europe se basait, en fait, sur le critère racial pour, pour se réunir. Non, ils se regroupent par rapport aux critères culturels. Ce n'est pas racial, on n'est pas dans une époque de racialisme à la révolution culturelle allemande. Ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Elle dit, elle accuse la Ligue arabe de réunir des gens qui ont la même race, globalement. C'est ce qu'elle dit. C'est-à-dire une affiliation, rabeta, بالعرق. C'est quand même incroyable. C'est quand même extraordinaire. C'est purement culturel, comme il dit Orba. Donc l'affiliation à la Ligue arabe, c'est purement culturel. Il y a des peuples noirs, il y a des peuples arabes, et il y a des peuples berbères, justement. Tu vois? Donc le fait qu'elle soit aussi radicale dans ses prises de position, c'est quand même inquiétant à l'heure où on veut le moins de problèmes possible et on veut régler les problèmes par la politique et non pas par des déclarations de bistrot. Et vous allez voir ces déclarations tout à l'heure, il lui manque plus que la canette. C'est-à-dire la déclaration qu'elle va faire sur les Émirats, qui certes est un pays ennemi politiquement, tu vois. Et je tiens à dire que l'Algérie, jusqu'à preuve du contraire, elle n'est pas en guerre. Donc remettez dans vos poches les discours martiaux. Ce n'est pas les jeux vidéo. On n'est pas en guerre. On dirait que les gens pensent que la guerre n'a aucune conséquence aucune conséquence catastrophique sur les gens. C'est extraordinaire. Même les plus grandes puissances ne font presque jamais la guerre, tu vois. Je parle des puissances comme et ne veulent plus en fait rentrer dans ce schéma d'opposition frontale de manière militaire, parce que tu perds toujours à la fin, même si tu gagnes stratégiquement. Et aujourd'hui, certaines personnes voudraient instaurer un vocabulaire martial, comme si que c'était en fait les jeux vidéo. Vous êtes des fous. Quelqu'un qui vraiment utilise ce vocabulaire martial n'a rien compris. Donc voilà, on n'est pas en guerre contre les Émirats, c'est un affrontement politique qui doit se régler de manière politique. العرق عربية c'est un scandale et c'est un enfermement sur Voilà. la base de la race. Voilà. العرق Tu vois? عربية c'est un scandale et c'est un enfermement. Donc explique-moi, le Soudan, enfin la Somalie, je pense qu'elle fait partie de la Ligue arabe, les Comores, tous les pays comme ça, c'est quoi? C'est des peuples extraordinairement différents, ils ont des influences indiennes, tu vois? C'est extraordinaire. Ils prennent les gens pour des imbéciles, tu vois? Ils prennent les gens pour des imbéciles, ils se réapproprient de manière totalement fallacieuse le terme de panarabisme, dont ils n'ont jamais réellement compris la signification, d'accord? Et se réinventent une histoire totalement basée sur soit des théories du complot, ou soit sur les vidéos YouTube qu'ils ont vues. C'est extraordinaire, tu vois. La mauvaise appréciation des éléments historiques vous fera prendre dans vos raisonnements de mauvais réflexes. Et c'est ce que font les gens. Le panarabisme, et j'en suis pas un, parce que c'est langage, je vais utiliser un terme trivial, c'est démodé, mais c'était une question à l'impérialisme de l'époque. Maintenant que vous me sortez des théories du complot selon lesquelles c'était Staline ou Nikita Khrouchtchev ou De Gaulle qui était derrière ou les Américains, ça c'est autre chose. Il va falloir prouver vos dires, tu vois. Et un travail, il va falloir baser vos déclarations sur de réelles thèses, d'accord? De gens qui sont sérieux, d'accord? C'est pas Docteur Maboul, tu vas pas me citer. C'est extraordinaire. Vous faites des déclarations qui n'ont absolument aucun sens. Vous prenez les gens pour des imbéciles. Vous croyez qu'on est dans les années 2000 où il n'y avait pas les moyens d'information les plus rapides possibles. C'est extraordinaire. Donc voilà, la Ligue arabe
n'est pas une ligue qui est basée sur la race, elle est comme toutes les autres, elle est basée sur les affinités culturelles et géographiques les plus proches. Deux nations arabes, nous Et elle a sommes dit quelque chose de très intéressante, il parle de panarabisme, là elle fait un discours pan-berbériste, parce qu'elle a dit tous les peuples d'Afrique du Nord sont amazirs, donc c'est une déclaration purement sur la ligne droite du berbérisme. Quand vous regardez sa définition encyclopédique, un mouvement ethno-nationaliste, basé bien évidemment sur le sentiment anti-arabe et anti-islam, et sur le pan-berbérisme, d'accord dans la volonté de réunir tous les peuples berbères euh, de la sphère géographique. Donc voilà, on a des déclarations qui sont faites de manière, comment dire, assez outrageante. une nation, elle a tous les attributs, et donc c'est une dérive grave, et la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, parce que avec la situation qu'il y a dans le monde, avec tous les dangers qui nous entourent, ça, c'est clair, il y a un projet derrière. Et puisque l'État a réagi violemment. Il faut nous parler des projets qu'il y a derrière. Il y en a marre des théories du complot. Arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Laissez-nous analyser les choses et prendre les choix qu'on doit prendre. D'accord? De manière même arithmétique. Je peux faire du business avec toi. Est-ce que tu es stratégiquement mon ennemi? Est-ce que le gain que je vais empocher avec toi, j'aurai des pertes plus grandes engendrées? C'est simple. C'est simple, les calculs commerciaux et politiques. D'accord? Arrêtez de prédisposer vos esprits à des théories du complot. Tu vois? Elle nous dit, il y a un plan derrière. Quel est ce plan? Est-ce que tu as est-ce que c'est quoi? C'est Madame Soleil. C'est-à-dire, c'est sa boule de cristal. Elle nous dit, il y a un plan derrière. Dites-nous le plan. Bien évidemment, on connaît nos ennemis. D'accord? L'ami que tu as depuis 70 ans ne va pas se retourner d'un coup. Jusqu'à preuve du contraire. Les amis qu'on avait à l'indépendance sont toujours nos amis aujourd'hui. En grosso modo, d'accord? Et nos ennemis d'hier, ou ceux avec qui on avait du mal à discuter, sont aujourd'hui en froid avec nous, si on peut dire ça comme ça. D'accord? Donc arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles, à nous donner des théories du complot qui ne sont pas alimentées par de réels faits. D'accord? C'est terrible. Ils prennent les gens pour des imbéciles. À l'égard des Émirats, et ben là, nous disons, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas la première fois. Plusieurs fois, ils ont comploté. Alors, ceux-là, il faut les chasser. Il faut qu'on rompe avec eux. Deuxièmement, il faut qu'on récupère la SNTA. C'est-à-dire, il faut renationaliser la Société nationale des tabacs et allumettes, qui est le deuxième pourvoyeur d'impôts après son attraque. Troisièmement, le port d'Alger, le terminal du port d'Alger, les ports de Dubaï. Donc ça aussi, il faut qu'on le récupère, parce que c'est scandaleux, c'est une question de sécurité nationale. Et les intérêts émiratis, on n'en veut pas. Dégage, dehors. Voilà, vous avez vu? Voilà. Que vont dire nos interlocuteurs quand ils vont voir cette bonne femme avec ses déclarations, comment dire, avec un langage trivial, leur dire dégage, il lui manque plus que la canette. Il lui manque plus que la canette d'Enken, comme ça, elle va bien nous bahdel à travers toutes les chancelleries. Ils doivent rigoler là. Ils doivent rigoler, tu vois. Ça, c'est un irrespect total pour justement notre culture, tu vois. Des sorties aussi vulgaires, tu vois, aussi vulgaires, que vous le vouliez ou non, d'accord? Que vous le vouliez ou non, les pays qui sont dans la sphère arabo-islamique aujourd'hui, je vais faire une petite liste de ceux croissantes ou décroissantes. Vous avez la Malaisie, l'Indonésie, vous avez, on va dire, par ordre de grandeur, il y a le Pakistan avec, c'est un autre exemple, le Bangladesh, bon ça c'est des autres exemples, la Malaisie, l'Indonésie, le Bangladesh, le Pakistan, l'Arabie Saoudite, on va prendre les pays arabes, Qatar, les Émirats, Oman, Yémen, tu vois. Là, on va dire 80% des pays arabes là sont des pays très prospères, d'accord, avec les mêmes capacités, les mêmes potentialités que nous, d'accord. Ils n'ont pas en fait ils n'ont pas ces questions dans leur pays, ces questions de minorité ou ces questions en fait, ils les ont réglées depuis très longtemps, tu vois. Ce sont des pays prospères, que tu le veuilles ou non. Que tu le veuilles ou non. Le Pakistan, le Bangladesh, c'est pas dans notre sphère. La Malaisie et l'Indonésie aussi.
Euh, c'est de superbes pays au niveau industriel et au niveau économique, tu vois, mais c'est pas dans notre sphère. Mais ils se réclament de la Ligue islamique, on fait partie d'une même ligue aussi. Elle voudra nous enlever ça peut-être plus tard, parce on commence toujours par la langue, après on va s'attaquer à la religion. Euh, c'est un schéma qu'on connaît très très bien, qui est largement, qu'on peut deviner largement, parce elle ne le cache pas, tu vois. Et ensuite, voilà, s'attaquer aux fondamentaux pour nous réinventer une identité qu'on a mis tant de mal à, à défendre et à libérer, tu vois. Donc, qu'on le veuille ou non, on peut les accuser, ces pays, mais ils sont prospères et il y a de la redistribution. Et aujourd'hui, ils font partie des pays où c'est le plus haut PIB du monde, par habitant du monde. Le Qatar, c'est le premier PIB par habitant du monde, avec la Norvège, que vous le vouliez ou non, tu vois. Vous pouvez accuser ou critiquer euh, sa société, mais elle est bien moins criminogène que nos sociétés actuelles. D'accord? C'est un autre modèle. Pour l'Arabie Saoudite aussi. On peut dire ce qu'on veut. À partir du roi Faisal, rahmatullahi alayhi, ils ont laissé tomber. Ils sont tombés dans le mercantilisme et l'achat de voix. Mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Leur situation, elle est largement mieux que la nôtre. D'accord? Et ils ne parlent pas anglais dans leur chancellerie. Nous, on parle toujours français. On a des partis politiques qui ont pignon sur rue en Algérie et ils parlent en langue française. C'est extraordinaire. Et vous nous parlez d'ingérence étrangère, alors qu'on ne reconnaît pas la francophonie, alors que la francophonie, c'est la première dans le monde en Algérie. C'est le pays, vous pouvez vérifier, où on parle le plus le français. Je crois plus que le Canada. D'accord? Donc voilà, on va continuer à écouter son discours hystérique. Et puis, de toute façon, notre amazérité, elle est indiscutable. Il n'y a rien à dire. Ça y est, c'est un fait. Il y a eu un combat. De toute façon, notre amazérité, elle est indiscutable. Il n'y a rien à dire. Ça y est, c'est un fait. Il y a eu un combat. Il a fallu payer il a fallu des sacrifices. Et puis, le peuple algérien a arraché enfin la reconnaissance de son pleine identité amazigh. Voilà. À arracher la pleine indépendance ou la reconnaissance de son identité amazigh. Il n'y a personne qui l'a nié, à part à la Révolution, à la fin. C'était une thérapie de choc nécessaire et qui peut être visible dans tous les pays qui viennent se libérer ou qui sortent d'une guerre. Donc cette période-là, on ne va pas la prendre en compte. Mais je pense pas que je pense jamais que l'Algérie s'est fracturée en ethnie et il y a eu des nettoyages ethniques. C'est un des seuls pays où il n'y a pas eu ça, pour vous dire. C'est un des seuls pays, et même la sphère arabo-musulmane ne connaît pas dans son identité propre et dans sa culture la notion ni de génocide ni de nettoyage ethnique. D'accord? Ce qui est venu plus tard, c'était sur la base d'idéologie, notamment avec Saddam, qui était panarabiste et baathiste. Rappelons que le parti Baas il a été créé par un chrétien pour vous dire qu'ils ne sont pas sectaires, et qui s'est après fragmenté euh, et qui a donné en fait les différents drames qu'il y a eu avec notamment le Kurdistan, etc. Mais l'Algérie, jamais, et même les pays musulmans en général, n'ont jamais connu euh, ce genre, ils n'ont pas cette notion en fait de guerre ethnique de manière, je vous parle de la période moderne, ou bien de génocide. C'est une notion totalement étrangère, je pense. Donc voilà, que dire aujourd'hui, euh, ce qu'elle a dit, bah, elle a dit exactement, elle a dit exactement, elle a fait exactement ce qu'elle reproche. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. Vous ordonnez aux gens de faire le bien alors que vous faites le contraire, alors que vous vous oubliez vous-même. Donc, elle a imposé, en quelque sorte, une discipline à Mohamed Belghit, mais elle ne se l'applique pas elle-même. D'accord? Donc voilà, c'est assez consternant. Bah, Sniper 401, encore une fois, je vous invite à aller vous documenter et à lire. Si vous n'êtes pas H24 sur les réseaux euh, à manger de la fast-food, tu vois, vous vous renseignez-vous sur l'héritage algérien panarabiste, toujours d'actualité, et qui n'est pas du tout une idéologie qui va à l'encontre des minorités, absolument pas. Justement, c'est une grande... le panarabisme, si vous voulez, il n'a pas pu se développer sur l'idée de la tolérance
entre les cultures parce qu'il il a fait le boulot le plus important, c'est-à-dire que l'indifférenciation sur le niveau religieux. C'est la première chose en fait avec la sécularisation. Le panarabisme est un mouvement qui est, qui est sécularisé. D'accord? Donc, et même fortement sécularisé. Et dans certains régimes, très très laïques. Donc voilà, je ne vois pas la pertinence de tes propos. الوحدة العربية والقومية العربية n'est pas du tout une idéologie subversive, au contraire. Et malgré ça, je ne le suis pas, tu vois. Donc vous parlez d'un pays que vous ne connaissez pas vous-même. Donc voilà. Je pense qu'on va arrêter ce sujet qui mérite, qui mérite, qui mérite toutes les attentions parce que c'est très important. Les milieux séditieux aujourd'hui, on les voit fleurir algériens malheureusement aujourd'hui. Et cette question, bien évidemment, elle est pas posée de manière innocente. Et voilà, ne nous prenez pas pour des imbéciles. Ce débat a débuté avec notamment l'édition et la parution d'un livre en 2021 qui parle d'un réel sujet dont beaucoup se sont intéressés, je ne vais pas dire de manière tardive parce que moi aussi, mais qui est super important aujourd'hui, vu l'émergence notamment et la quasi-quotidienneté des posts du MAC notamment sur Internet, ils sont très présents. Donc la question est tout à fait légitime. Et quand on voit qu'ils sont accueillis ici et là, dans les Émirats, en Israël, etc., donc c'est assez inquiétant, c'est quand même inquiétant, tu vois. C'est quand même inquiétant. Ce sont les fruits, notamment, des graines que la France a plantées en partant d'Algérie. Et évidemment, ça fait mal à la cohésion. Donc les Algériens sont assez forts pour supporter cette question. Ce débat-là, moi, enfin, en tout cas dans ma région, personne ne connaît le MAC. Et c'est très différent de l'ambiance, bien évidemment, hystérique francilienne et française en général. Mais cette question mérite d'être posée, en tout cas dans la sphère politique francophone algérienne, qui nous prennent réellement pour des imbéciles. D'accord? Donc voilà, moi je n'ai pas de revendications farfelues. Vous connaissez mes origines. Et je voulais juste vous avertir quant à cette idéologie qui progresse très très vite, surtout ces dernières années, très très vite, hein, notamment ces 10 dernières années, où on a réécrit totalement c'est une nouvelle Algérie. Pour le coup, c'est réellement une nouvelle Algérie. Et franchement, en France, je n'y comprends rien. En Algérie, on la sent moins. On la sent peut-être ici et là quand on va en Grande Kabylie. Mais en réalité, on la sent pas trop en Algérie, sauf dans les manuels scolaires. Mais là, c'est un autre sujet. Et voilà, c'est tous les dangers en fait d'une réécriture de l'histoire qui se fait de manière progressive. Ce n'est pas anodin quand on nous ramène un héritage qui soi-disant est une résurgence ou est une renaissance d'un ancien héritage perdu pendant des milliers d'années. Ça fait quand même penser à l'Atlantide et au mythe, tu vois, du continent submergé. Donc c'est ça qui est dangereux, tu vois. Ceux qui vont vous faire croire, comme le disait Voltaire, à des fadaises, eh ben ça va provoquer en réaction chez vous des comportements qui vont être fanatiques, pour le coup. Et les fanatiques, je pense qu'ils sont pas du côté de notre côté, si on peut dire ça comme ça, mais du côté, bien évidemment, du MAC, tu vois. Donc voilà, je sais pas, je vais lire un petit peu vos questions. Le live, le livre de Hafsa, ouais, oui, il va être, je pense qu'il est traduit, il est traduit. Bah, les gens ont peur. Regarde, regarde, bien évidemment premièrement, je ne suis pas un monstre altéré de sang, je vous préviens tout de suite. Les fitnaman et les procès en intention, etc. Faut arrêter votre pathos. Donc je ne suis pas un monstre altéré de sang. On discute de choses qui sont compréhensibles. Je suis pas en train de parler de théorie du complot. Au contraire, je combats ces théories. Et je suis vraiment navré que les gens ne l'ont pas lu.
C'est-à-dire et c'est une grave erreur, tu vois, parce qu'il n'y a absolument aucun passage où vous pouvez le confondre en racisme ou en antisémitisme, tu vois. Et c'est ça qui est dangereux, tu vois. Ce qui est dangereux, c'est de le condamner alors qu'on ne l'a pas lu, tu vois. L'article du Matin d'Algérie, le Matin d'Algérie, c'est un journal français, on connaît son histoire, donc c'est pas un journal algérien, il ne représente absolument pas, tu vois. Donc voilà. Quant à ce qu'a fait Mohamed Doumir a fait un exposé, mais en vérité, ça prouve qu'il n'est pas historien, d'accord? Ça prouve que ce n'est pas sa discipline de prédilection. Et, euh, et j'ai eu raison parce qu'il est vétérinaire. Je n'accuse pas en fait sa bonne volonté ou son professionnalisme, euh, mais sa démonstration est précaire parce qu'il n'y a pas de méthodologie. Et ensuite, il ne parle pas il ne parle pas du sujet. Il n'a pas parlé de ça, Mohamed Amin Balrit, il n'a pas parlé de ça. Et je pense pas qu'il puisse avoir un dixième de son niveau, tu vois. Je suis désolé de le dire, c'est un vétérinaire. T'as un doctorat en histoire qui sait de quoi il parle. Et sa thèse, il ne l'a pas imaginée et produite dans les laboratoires des Émirats Arabes Unis. C'est une thèse qui est défendue par les plus grands historiens algériens, notamment, encore une fois, je vous répète, allez-y voir ce que dit Cheikh Mbarak Milli. Il parle de la même chose في تاريخ الجزائر et notamment dans les livres de Abul Qasim Saadallah. Donc voilà, il n'est pas sorti en fait de ce périmètre. À noter que je pense dans certains livres, ils enlèvent la notion de la participation d'Israël. Mais ils suggèrent toujours, enfin ils prouvent la participation de la France. Donc voilà, à partir du moment où vous avez toute une bibliographie sur ces sujets et les livres en français, eh ben, il y en a plusieurs dizaines. Il y en a 300 ou 400 livres de théoriciens, justement de l'Académie des sciences françaises, qui a emmené dans ses valises tous les plus grands scientifiques pour pour faire de la cranéologie, pour faire de l'ethnodifferentialisme. Ça c'est très connu. À chaque fois qu'ils vont coloniser des pays, à l'époque, ils faisaient ça. Ils prenaient en premier l'académie scientifique, où ils créaient une académie, enfin, des délégués de l'académie scientifique française. Et c'est largement documenté. Donc voilà, réappropriez-vous, pour une fois, l'histoire et les manipulations de ce pays et les graines de où elles sont sorties. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, avant la colonisation, encore pour ne pas tomber dans le sophisme de l'anachronisme, est-ce que vous pensez à l'époque qu'il y avait des différenciations comme aujourd'hui? Il n'y en avait pas. On était dans une autre dimension historique. C'était incomparable avec aujourd'hui. C'était une autre époque où il n'y avait pas ces différenciations. Elles ont été faites et établies par la France. Et c'est ce que toute cette littérature démontre. Hier, j'ai partagé des documents, notamment du général Grandet, je pense. Je ne me rappelle plus de son nom, mais il parlait justement de leur projet, avec notamment un livre qui s'appelait « La Berbérie fait partie de l'Europe ». La Berbérie fait partie de l'Europe, d'accord? D'où aujourd'hui le drapeau du mât qui sort pas de nulle part. Il a des couronnes de laurier autour, ou d'olivier, ou je ne sais pas, mais ça ressemble à une affiliation, justement, non pas au bassin méditerranéen, mais directement à Rome, et à la civilisation européenne, dont ils disent être, tu vois, être plus proche d'eux que de leur que des racines qu'ils ont partagées avec nous pendant 1400 ans. Donc voilà, ce n'est pas nous qu'il faut accuser. L'excès, il n'est pas dans notre camp. L'excès, il est dans le camp des berbéristes. Et aujourd'hui, nous pondre des analyses selon lesquelles, à une époque, oui, c'était à une époque où on sortait du colonialisme et il fallait se réapproprier la langue d'origine et de l'administration qui était l'arabe et qui était partagée par tout le monde. D'accord? Et aujourd'hui, on a des gens qui nous disent et en qui on voit non seulement une réinterprétation, mais une fierté de connaître la langue française et d'étudier la langue française au lieu de la langue arabe, tu vois. C'est extraordinaire. Donc il y a foison, il y a des trucs, c'est extraordinaire. Je vous conseille en tout cas de lire ce livre.
ce livre. Et encore une fois, Artisan m'a dit que je l'ai vu, on m'a envoyé un bout de son audio où il parlait de ce livre, où il a dit qu'il n'a pas lu ce livre, parce que le titre le dérange. Si on devait éliminer tous les livres avec des titres dérangeants, on lirait pas grand-chose, tu vois. On ne lirait pas grand-chose, parce que les titres, généralement, ils sont barbants, ou bien ils ne veulent rien dire, ou tout dire. Donc voilà, Berbère de Sion ne veut pas dire que les Berbères sont des sionistes, d'accord? C'est un jeu de mots qui fait que, voilà, c'est vrai que je comprends, je comprends que l'amalgame a pu être fait, et que les gens, et je le félicite d'ailleurs d'un côté, parce que euh, c'est une négation de cette, comment dire, de cette image qu'ils se sont faite en regardant ce titre. Et je félicite ça. Je félicite que les gens s'insurgent contre une telle comparaison. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le fait de ne pas le lire et de le condamner, c'est autre chose. Donc lisez-le, et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, depuis 4 mois ou 5 mois, je demande des preuves de... Encore une fois, Doumir n'a rien prouvé du tout. Mohamed Doumir, n'a rien dit qui va à l'encontre des déclarations de Mohamed Belrit. Parce que la question que je lui poserais s'il serait devant moi, je lui dirais هل لديك التعريف الإيديولوجية البربرية. Est-ce que tu peux me décrire la définition de l'idéologie berbériste qui est disponible aussi dans le dictionnaire arabe et dans l'encyclopédie version arabe. C'est la même définition. Vous allez dans le sens... d'accord. Donc il n'a pas éludé, mais il a omis en fait d'expliquer. En tout cas, dans la démonstration que j'ai vue, il n'a pas parlé de ça. Il nous a ramené, comme d'habitude, les berbéristes, ou ceux qui mentent, ou ceux qui ne veulent pas parler de ça, par dignité ou par pudeur. Quand on leur parle de ça, ils nous ramènent Hérodote, ou bien des historiens, ou bien des germanistes, ou bien des... Tu vois, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On vous parle d'un sujet préoccupant, basé sur une idéologie fondamentalement moderne, c'est-à-dire du 19e siècle. Vous allez nous parler de Juba II et de Massinissa. Ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, c'est l'idéologie française. Qu'est-ce qu'elle a donné? Tu vois? Et cette manipulation, elle fait partie. La confusion dans les termes, la confusion entre les termes, ça fait partie en fait de cette dissimulation. Tu vois? Les gens veulent dissimuler entre le terme berbériste et le terme berbère qui est louable, qui veut en fait qui est la revendication de la culture et du folklore berbère, qui est totalement même à l'opposé, tu vois, parce il n'est pas dans la revendication politique. À partir du moment où c'est une revendication politique, pourquoi pas éventuellement, et ça je l'ai entendu de la part de Kabyles musulmans algériens, mais laïcisés, fortement laïcisés, en qui ça ne me pose absolument pas de problème à long terme qu'il y a une indépendance en Kabylie. Ça ramène à ça. Irrémédiablement, c'est une pente. Donc voilà, ils prennent une pente, ils sont conscients, et voilà. Moi, je suis pas contre, hein, mais va falloir en payer les conséquences. Donc voilà, on pose des questions dont les conséquences ne peuvent se ressentir de manière sûre et certaine, je pense, à 99%, qu'à long terme. Donc c'est pour ça c'est abstrait pour nous, vu que les conséquences, vraiment les conséquences irréversibles, sur ce plan, le plan des fous du MAC, ne pourra se produire qu'à long terme, pour moi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne doit pas parler de ça, parce que ça se manifeste de manière hystérique. Vous avez vu les déclarations on me dira oui, mais personne l'écoute, Louisa Hanoun, etc. Mais elle est toujours présente, on la voit tout le temps, c'est une personnalité hyper connue, qui a fait partie de la Aïsaba en plus, qui a été condamnée, et dont on connaît les positions, tu vois, qui a fait divers scandales, etc. Et qui est vulgaire en plus, tu vois. Qui est vulgaire, parce que dans sa déclaration, on va dégager les Émirats. Est-ce que c'est un langage, franchement, est-ce que c'est un langage diplomate? C'est extraordinaire. Mais l'image qu'on donne, tu vois, l'image qu'on donne, heureusement qu'elle n'est pas dans le pouvoir, tu vois. Elle n'est pas dans le gouvernement, tu vois. Mais vous imaginez, on va dire aux Émirats qu'ils dégagent.
Mais franchement, ils vont rigoler. Les gens, ils vont voir ça, ils vont dire, franchement, vous êtes des hystériques, vous êtes des cassos. Tu vois, pour parler de cette manière, faut vraiment avoir très peu de considération pour son image. C'est extraordinaire. En plus, elle le dit en français. Donc c'est de la provocation. C'est moi qui est fou ou bien c'est les gens qui comprennent pas. Donc voilà, on nous parle d'ingérence, encore une fois, on nous parle d'ingérence, on le dit en français, on nous parle d'ingérence, on appartient à l'international trotskiste mondial, on nous parle d'ingérence, on fait sans cesse référence à la littérature française et aux axiomes politiques, de savoir-faire politique français. Et à un moment, il va falloir choisir, tu vois. Donc voilà, on critique des États qui aujourd'hui n'ont pas d'ingérence culturelle de manière stricto sensu au niveau de la langue chez eux, tu vois. Tu vois, c'est ça qui me pose problème. Moi, je n'ai aucune difficulté, tu vois. Franchement, ça me navre et ça me frustre un peu de devoir parler de ces différenciations qui n'ont jamais eu lieu dans mon, tu vois. Je n'ai jamais vu ça, tu vois. C'est l'hystérisation et justement la réécriture de l'histoire et le fait d'avoir découvert en fait toute cette littérature et toute cette subversion, et notamment par rapport au Mac, parce qu'il n'y a pas que le Mac en fait. Il y a tous les contacts qu'il a autour. Parce que le Mac parle dans une langue, donc il est en contact avec la communauté algérienne, donc il peut infuser, et les gens peuvent avoir son idéologie sans pour autant sans pour autant appartenir au groupe politique. Tu vois, il y a des gens avec qui je parle qui sont très proches de moi, et qui sont très proches idéologiquement du Mac. Tu vois, à quelque chose près. Donc, encore une fois, les idées sont pires qu'une bombe atomique. Quand elles infusent, quand elles pénètrent l'espace public, politique, et que ça se manifeste dans le domaine social, dans le domaine de la rue, tu vois, là, ça devient problématique. À ce que je sache, il n'y a aucune autre Kabila en Algérie qui s'est fait un drapeau, qui s'est fait une hymne, tu vois, qui a la volonté de faire un pays, tu vois, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ont été notamment qualifiés de terreau par le gouvernement, ce n'est pas pour rien, tu vois. Donc voilà, ne faisons pas les naïfs. Bien évidemment qu'on est soudés, bien sûr, parce qu'il y a le mahabba, il y a la culture religieuse qui est très importante. Et encore une fois, si je parle, parce que si on s'attaque à la langue et qu'on invente une autre langue, pourquoi pas s'attaquer aux fondamentaux les plus sacrés que sont la religion, notamment aujourd'hui, si on écoute des gens, des conséquentialistes ou bien certaines personnes, eh ben, vu que ça va pas bien en ce moment, il y a de l'islamophobie, ben on va changer de religion, tu vois. Pourquoi pas? Ou bien on va adopter une autre religion, ou bien on va devenir laïque, ou bien, tu vois. Et ils ne font pas de projection, en fait, comment ça peut évoluer, tu vois. Alors qu'ils ont eu l'exemple dans les années 80-90 où, tu vois, qu'on peut expliquer certains, comment dire, qu'on peut expliquer par rapport à ce qui s'est passé, notamment durant la période de Boumedienne, quand ils ont laissé l'islam en friche et qu'ils ont, à une époque où même posséder un livre de certains auteurs arabes musulmans était passible de prison, tu vois. C'était une autre époque. Donc l'islam à cette époque-là n'était pas cadré et ça a donné ce que ça donnait, tu vois. Ça a donné ce que ça donnait. Et ça, on en a les preuves parce que c'était un État qui évoluait. Malheureusement, on n'a pas eu une histoire simple, tu vois. On a eu une histoire, machallah, assez singulière, qui était propre à nous, le seul pays qui s'est libéré par les armes. Tous les autres pays, c'était des compromis, ou bien de la compromission, ou bien une collaboration, ou bien une pseudo-indépendance, ou bien une interdépendance, tu vois. Nous, ça a été autre chose, ça a été le Vietnam. Ça a été un petit Vietnam chez nous, tu vois. Donc ça explique beaucoup de choses. Donc voilà les amis, je vous conseille de lire, de ne pas anathémiser les gens, de ne pas harkiser les gens, tu vois, de lire. Berbère de Sion, il n'y a aucune insulte, il n'y a aucun racisme. Il y a son autre livre où elle déconstruit un autre mythe, mais ça c'est autre chose, c'est Le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe.
J'espère ne pas vous avoir bassiné trop. Moi, je vais arrêter. Et puis, ne doutez absolument pas de ma fraternité, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui me gouverne. C'est ma philosophie islamique, tu vois. Euh, et, euh, et foncièrement, c'est pour ça que je dis que c'est très dangereux ce qu'elle dit de se retirer de la Ligue arabe, parce que après, on va se retirer de la Ligue islamique, après, on va s'isoler, et après, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils pourront faire ce qu'ils veulent, si tu veux, en Algérie. Tu vois, elle parle d'un plan alors que, tu vois, c'est toujours la stratégie de dire exactement le contraire de ce qu'on pense, tu vois, réellement. C'est prendre les gens pour des imbéciles. Donc voilà, je vous remercie, pardon. J'ai mangé une nectarine. J'ai croqué une nectarine. Il n'est pas interdit de discuter entre vous. Plus vous discuterez de ces sujets de manière posée, tranquille, avec des preuves, et avec de vraies preuves, et pas des avis totalement minoritaires, euh, totalement, comment dire, apocryphes, qui n'ont aucun sens. Discuter, commencez par me parler d'Hérodote, ou de ceci, ou de cela, ou de Pline l'Ancien, tu vois. Non, on parle d'aujourd'hui. Je remets pas en cause la culture, la civilisation. Il n'y a pas de problème, tout le monde existe. Et c'est extraordinaire. Et cette façon, en fait, c'est comme le calendrier, tu vois. Bah, je vais instituer un calendrier, je vais mettre, on est en 7890. Admettons. C'est basé sur rien. Bah, il y a une ancienne légende, les Nabatéens, ou bien avant, les Sumériens, ou bien l'alphabet cunéiforme. On a vu des traces, voilà. Bah, on date de 7800 ans avant Jésus-Christ, tu vois. Bah voilà, tu vois. Attends, en 2025, subhanallah, pourquoi tu vas te. Et en 1430, je me rappelle même plus, subhanallah, pour vous dire, tu vois. Tellement la confusion règne à cause de ce sujet qui ce n'est pas qui empoisonne, mais c'est qui exaspère, parce que tu as toujours, on dirait, une volonté de s'inscrire. Notamment tout à l'heure, j'ai entendu une déclaration assez folle. C'est que des gens se disent, bah, alhamdoulilah, des gens qui sont grandis en France, notamment de la génération des années 60, la fin des années 60, qui malheureusement aujourd'hui t'entendent dans leur bouche dire oui, bah, j'aurais préféré, alors qu'ils parlent déjà le français, dire oui, j'aurais préféré me spécialiser dans le français que apprendre la langue arabe, comme si que la langue arabe était une langue négligée, alors que la langue arabe, tu peux travailler avec. Dans ma famille très proche, le critère premier pour travailler en tant que cadre supérieur, ça c'est l'évolution, mais pour aboutir au poste de cadre supérieur dans un pays arabe, la première chose était justement son affiliation à la culture, à la civilisation arabe. Combien de postes aujourd'hui, des centaines de milliers de postes. Faut pas oublier que la langue arabe, je pense que c'est la troisième à l'ONU, tu vois. Donc voilà, on a des hurluberlus, on a des ayatollahs du laïcisme, ou bien des chiites, parce qu'il y a quelques chiites qui font des troubles faits sur la scène des réseaux sociaux, tu vois. Des chiites, oui, des chiites, mais ça c'est un autre sujet. C'est extrêmement vicieux. Ils sont encore plus vicieux que les maquistes. Ils sont encore plus dangereux que les maquistes, pour vous dire, les chiites, qui s'ingèrent dans la sphère du débat politique des réseaux sociaux algériens, et qui commencent à faire des déclarations totalement folles, tu vois. L'arabe, à ce que je sache, je pense qu'elle est la troisième langue de l'ONU et une des langues les plus parlées au monde. Elle est dans le classement, elle est dans le top. D'accord. Donc faire comme si qu'elle n'existe, comme si elle était irrémédiablement, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, irrémédiablement euh, sur la en fin de vie, c'est une contre-vérité qui est franchement assez ridicule. J'ai même entendu que l'arabe était une langue morte, et cette dialectique, disant que l'arabe était une langue morte, provient notamment des athées de TikTok. Ceux qui viennent et ils ont comme argument, oui, votre langue elle est morte, elle est claquée, etc. Donc voilà. C'est les arguments qu'ils donnent, alors que la langue morte, quand on, quand on, quand on l'explique de cette manière, ça veut dire qu'elle n'évolue plus, car c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, je vous demande d'aller vérifier, comme ça vous allez comprendre tout seul. Donc voilà, toute cette propagande, et vous les voyez arriver de loin. Dès qu'ils s'attaquent de manière très sournoise, notamment
euh, à ce qui a fait en fait la grandeur pendant plus de 1000 ans à notre civilisation, notamment celle du Maghreb, parce que le Maghreb, sa dénomination Maghreb al-Arabi, c'est-à-dire les Arabes du Maghreb, tu vois, comparé aux Arabes du Golfe, et il y a même des Arabes des îles, etc. Donc voilà, je vais vous laisser. Lisez Berbère de Sion, vous allez voir par vous-même. Oui, il est. Pourquoi je vais finir c'est une démocratie l'Algérie. Les gens y parlent. Regarde ce qu'elle a dit elle. T'as pas écouté sa déclaration à Louisa Hanoun. Si on doit appliquer le droit comme a été appliqué, moi je pense, hein, c'est mon avis. Si on doit appliquer le droit comme on a appliqué au professeur Mohamed Belrit, bah elle doit aller aussi en prison, tu vois. Parce que c'est nier fondamentalement hein, des attributs justement de la Constitution. J'entends beaucoup parler de ça en ce moment. Donc voilà. Et voilà, exactement, User 34. On est libre de dire ce qu'on veut tant que ça ne porte pas atteinte aux personnes. C'est comme partout. C'est comme un peu partout. Oui, bien sûr, oui, Rafa, ouais, il a dit ça, il a dit ça. J'ai posté une vidéo où il insulte de manière il le fait d'une manière complètement open. Il insulte l'arabe, il insulte tout, il insulte la langue arabe, il dit que c'est de la merde, hachak, qu'elle est totalement délaissée, etc. Il donne des contre-vérités et il les dit en arabe, tu vois. Et arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. Les gens, la langue arabe, quand vous vérifiez, c'est une langue qui est mutuellement intelligible dans pratiquement tout le globe. Je vous parle pas de l'Égypte, etc., et de certains dialectes en Syrie qui sont pour le coup inintelligibles. Mais un Arbi qui n'a pas été trop à l'école, et même un Arbi qui parle le Arbi et Darija, s'en sort largement partout. Donc arrêtez de prendre les gens pour des imbéciles. C'est comme si que l'arabe dialectal en Algérie, qui est le plus proche en plus, vers chez nous l'Est, de la langue native, et arrêtez de faire croire aux gens que c'est très éloigné de l'arabe classique, de l'arabe littéraire, tu vois. Prenez pas les gens pour des imbéciles, n'essayez pas de réécrire l'histoire, parce que fondamentalement, on sait que cette civilisation-là s'est toujours adaptée et a assimilé et même fusionné, tu vois. Ça a donné ce que ça a donné. Donc aujourd'hui, quand on est au creux de la vague, faire les déserteurs, ça démontre votre manque de loyauté, tout simplement. Moi, je suis fier de ça. Je suis décrié pour ça. Dis-moi qui sont les ennemis des Arabes et je te dirai qui tu es. Voilà. Qui déteste les Arabes aujourd'hui? C'est Israël, c'est l'élite française et c'est tous les ennemis des musulmans. D'accord? Voilà. Qui sont les soutiens des berbéristes? Israël, les Émirats sionistes unis, etc., etc. Donc voilà, regardez qui sont nos ennemis avant de nous juger. Et je vous dis à très bientôt. Barakallahu fikum wa khairu da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Il y a de la mahaba entre nous parce que, encore une fois, ce qui nous gouverne, c'est notre philosophie et notre spiritualité. D'accord? Donc, notre mizan, ça doit être ça. D'accord? Si on croit vraiment à cette religion, notre mizan, notre balance, ça doit être ça, et non ni la race, ni la langue, ni l'ethnie. D'accord? Donc voilà. Barakallahu fikum. Je vais lire un petit peu et je vais vous laisser parce que je suis assez fatigué aujourd'hui. C'est dur de concilier et le travail et les polémiques sur les réseaux sociaux. Ouais, tu sais, User 34, Wallahi, Billahi, Tallahi, tu ne trouveras rien de ma bouche qui attaque quiconque en Algérie. Moi, j'adore les Algériens, tous les Algériens, j'adore les Arabes et j'adore les musulmans. Tu me trouveras toujours, toujours à côté du musulman. Jamais, jamais jamais je ne les trahirai. C'est comme ça, tu vois. C'est ma spiritualité, c'est comme ça qu'on m'a élevé et on me disait fais attention, Maksh Arbi. Si tu ne soutiens pas ton frère, c'est que Maksh Arbi. C'est comme ça qu'on dit chez nous, tu vois. إذا ما تساعدش خوك, tu vois, Maksh Arbi. C'est un proverbe qu'on a chez nous, tu vois. Si tu déshonores quelqu'un, ou tu fais طيح له العيب, ou bien tu fais quelque chose de déshonorante, يقولوا لك ماكش عربي. Tu vois. Voilà, je vais te débloquer, toi. Voilà. Enfin, débloquer, je vais te bloquer. Parce que malheureusement,
tous les messages que vous verrez notamment sur cette question et sur les réseaux, tous les messages qui incitent à la haine, tu vois, 90%, c'est pas des Algériens. C'est une estimation que je fais, hein. Peut-être pour me faire plaisir, mais 90% ne sont pas des Algériens, tu vois. On n'accuse pas nos adversaires politiques algériens. On peut les accuser de mauvaise foi ou bien de dissimuler la vérité, etc., etc. Mais jamais ça va dans l'insulte, tu vois. Même si, par exemple, Valjean, je vais l'insulter de Hamar, mais c'est pour autre chose. C'est parce qu'il n'arrête pas de déraper sur certaines questions. Et puis, émotionnellement, il n'est pas fiable, tu vois. Tu vas faire 30 minutes de débat avec lui, il va finir par t'insulter, tu vois. Même lui, chez lui, sa ville, il va l'insulter, lui. Pour le coup, c'est vraiment un Algérien, lui, tu vois. Parce que c'est un mahboul, tu vois. Donc lui, c'est pas la peine que je débatte avec lui. C'est pour ça, il est disqualifié. Mais avec les autres Algériens, les frères, on peut apprendre les uns les autres mutuellement, tu vois. Et puis partager des choses qui sont bénéfiques pour chacun. Il n'est pas question ici de se battre, pas du tout. Et on n'en est pas à ce point-là. Alhamdoulilah, on est des gens bien élevés, on est des Algériens. Et on parle de choses qui sont d'actualité. Ou alhamdoulilah, parler aujourd'hui politiquement du Maroc, le Maroc est complètement à l'ouest. Politiquement, je parle. Je parle pas de nos frères euh, في الدين وفي العرق وفي الثقافة. Je parle juste, et méfiez-vous du nationalisme qui est on peut être patriote, mais le nationalisme fanatique, comme on le dit tout le temps, dans toute chose il y a un excès, et c'est un excès, c'est-à-dire que ça devient de la détestation des autres, et je ne vois pas comment ils peuvent justifier leur détestation à l'égard du peuple marocain, ou du peuple tunisien, ou du peuple nigérien, ou autre, tu vois. À partir du moment où une personne a un discours de détestation vis-à-vis d'un peuple musulman, je ne te parle pas d'un pouvoir, parce qu'ils entretiennent encore une fois cette confusion. À partir du moment où quelqu'un il a un discours de détestation à l'égard d'un autre peuple frère, éloignez-vous comme de la peste. Ça n'a jamais profité à quiconque, tu vois. Donc voilà. Ce n'est pas pour autant qu'on est naïf. Bien évidemment qu'on ajoute parfois leur signature, comme on le disait pour le roi de Prusse, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir des discours xénophobes et tomber en fait dans ce qu'on dénonce le plus aujourd'hui. Donc voilà. Ce n'est pas être naïf. Donc voilà, faites attention à tous les discours qui tendent vers la détestation. Fuyez comme de la peste. Donc voilà les frères. Eduardo, déjà, interdire un livre, brûler un livre ou ne pas en parler, ce n'est pas ça le débat intellectuel. On débat de tout, notamment ce livre. Et j'apporte mon soutien total à Hafsa Kara Mustafa, qui est harcelé par les berbéristes, les maquistes. Voyez qui l'attaque et vous verrez la qualité. C'est que des sous-lots, c'est que des culs de basse, c'est que des culs de basse fausse. C'est que des clochards Hachakoum qui l'attaquent, tu vois. Il attaque sur tous les, comment dire, sur son honneur, sur ses origines supposées ou réelles. Il attaque surtout. D'ailleurs, on l'a attaqué tout de suite sur ça. On a dit que c'était une proto-turque ou une koulougli ou bien je ne sais pas sur quel. Ils sont partis sur le plan ethnique. Ils sont obsédés par la race, ces gens-là. C'est des ethno-nationalistes, racialistes. D'accord. Et ils le font. Ne vous inquiétez pas, ils le font. La différenciation raciale, tu vois. Et ils la font d'une manière assez scandaleuse. Donc ils l'ont attaqué directement sur ça. Ils lui ont dit, t'es une Turque, tu vois. Je lui apporte tout mon soutien. C'est une Algérienne, elle est toujours en Algérie, produit d'Algérie. Muslima, alhamdoulilah, min ahl sunna wal jama'a. Il n'y a pas de problème, c'est une Algérienne, avec tous les attributs que sont la sunna. Et sachez une seule chose, c'est que l'Algérie est un des seuls pays, vous pouvez aller vérifier, où non seulement c'est l'islam qui est religion d'État, tu vois, et en plus de ça, il n'y a qu'un seul, non pas madhab, parce que le madhab, ça veut dire l'école jurisprudentielle. La jurisprudentielle, c'est toutes les questions à laquelle on n'a pas de réponse dans la sunna et dans le Coran et dans la sunna, donc on fait de la jurisprudence avec les savants, etc. On répond à ces questions. Mais dont le seul obédience acceptable et acceptée, c'est la sunna. C'est le seul pays dans le monde. Même, je crois même en Arabie Saoudite, c'est pas le cas. Donc ne sous-estimez pas l'attachement de l'Algérie intrinsèquement et ontologiquement
à l'islam et à la sunna, tu vois. Chose que beaucoup de pseudo-algériens laïcisés en France, tu vois, c'est comme le dit le poète, comme le disent nos sociologues et savants arabes, pour le coup, aqibatul iqama fi bilad al-kufr, tu vois. Ils disent les conséquences réelles de la station dans des pays qui ne sont pas musulmans. À force de rester, indubitablement, on s'assimile. C'est comme de la physique, tu vois. Man ashara qawman arba'ina yawman, et après, tu vois, et le reste, vous le connaissez. On s'assimile. C'est comme ça, c'est irrémédiable. Tu restes quelque part, tu restes en Amérique toute ta vie, tu deviens un Américain, tu vois, même si ta base, elle est, elle est, elle est d'Algérie, tu vois. Donc voilà, faites gaffe à ça. C'est un boulot c'est un boulot. Tous les historiens français sincères nous le disent. La laïcité en France a été une arme de destruction massive contre leur religion qui les a, tu vois, qui provoque aujourd'hui ce qui, tu vois. Alors qu'il y a des pays qui l'ont gardé, comme la religion d'État en Angleterre. Il y a une religion d'État dans le Royaume-Uni, en Angleterre, ouais, c'est le christianisme. Au Danemark aussi, tu vois. Donc voilà. Je vais lire quelques questions. Donc je ne lis pas un livre qui est ce livre est autorisé. Et j'invite tout le monde à lire ce livre. Et encore une fois, vous opposerez l'argument suivant aux gens qui vont vous ostraciser parce que vous parlez de ce livre. Posez juste cette question. Est-ce que vous l'avez lu? D'accord? Et ensuite, s'ils te disent oui, dites-leur, donnez-moi un seul argument rédhibitoire au niveau scientifique sur ce livre. Et vous allez bien voir ce qu'ils vont vous produire, c'est-à-dire zéro. Voilà. Ils entretiennent la confusion entre les terminologies. Je vous souhaite une bonne soirée. Bien évidemment, comment dire, c'est un sujet politique, polémique si vous voulez, idéologique, il n'y a pas de problème, mais ça doit rester dans le cadre d'une discussion sereine. Il n'y a pas d'autochtones ou de ceci ou de cela. On n'est pas, ne commencez pas à rentrer dans l'histoire des premiers ou bien des calendriers ou bien de ceci ou des fadaises que les Français ont laissé derrière eux en partant, car c'est le piège dans lequel beaucoup sont tombés. Et alhamdoulilah, s'il doit se passer quoi que ce soit, ça se passera tout doucement. Il n'est pas interdit de s'amuser, bien évidemment, en Algérie et de faire la fête. Ce n'est pas ça le problème. Parce que beaucoup de berbéristes nous rétorquent comme argument, vous êtes des islamistes, vous êtes d'extrême droite arabe, vous voulez pas que les Algériens font la fête, vous voulez pas... L'argument pseudo-philosophique qui nous donne, c'est que foncièrement, on n'aime pas vivre, donc on est des adorateurs carrément de la mort, carrément, et qu'on veut pas que les gens fassent la fête. Absolument pas. Absolument pas. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de ne pas faire n'importe quoi pour pas que les gens se foutent de votre gueule, tu vois. C'est ça. Donc, je vais lire un ou deux messages et je m'en vais. Ibn Sien. Tu rigoles. Non, 8h34, je le fais à visage couvert parce que je ne veux pas monétiser, je veux pas faire le gourou, donc je le fais à visage découvert. Et vous aurez remarqué que jamais j'insulte. Ça m'est arrivé d'insulter des Hayashi, je me suis lâché pendant peut-être 6-8 mois sur les Hayashas, je les ai massacrés, tu vois. Mais aujourd'hui, le boulot, ça sert à rien. Tout le monde connaît la compromission des politiques marocains. Tu vas pas taper sur l'ambulance, ils sont au khlas, c'est terminé. Tu vois. Donc aujourd'hui, moi, je suis gêné, tu vois. Donc j'évite de parler de ce sujet et voilà. Je le combats politiquement, mais à ma manière. Parce que dénoncer aujourd'hui le Marzen, c'est un euphémisme, tu vois. C'est un euphémisme. On sait très bien qu'ils sont compromis depuis très longtemps. Ça sert à rien, faut passer à autre chose. Et s'en méfier, bien évidemment, et agir politiquement. Ça, on est d'accord. Donc voilà, moi je veux pas que mes co-originaires partent dans le mur, tu vois, avec des idéologies fascisantes. Et voilà, tu sais, moi, je suis resté au bled jusqu'à, on va dire, 10-11 ans. Je n'avais jamais entendu parler kabyle, pour te dire. Parce que
C'est pas que les gens ils vivaient entre eux, c'est que j'avais pas déjà ça n'existait pas, la problématique n'existait pas et j'avais pas entendu, tu vois. Je croyais qu'il y avait qu'une seule langue. Bon, j'étais enfant, tu vois. Et après j'ai découvert, mais en fait j'entendais quand j'étais petit, on mange le felfel, atani zit l'qbaïl, tu vois. Zit l'qbaïl, c'est l'huile d'olive, tu vois. Nous on dit zit l'qbaïl dans notre région. Donc je connaissais, tu vois. Après j'ai découvert tout doucement et ça m'a pas empêché d'adorer mes corrigés kabyles et d'apprécier et d'avoir de la fascination pour leur culture, tu vois, qui est pas très différente de la nôtre, des Arabes. C'est, à part, si je me trompe pas, c'est la même racine, comment dire, civilisationnelle. C'est des chamito-sémitiques, je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, quoi, on descend tous, tu vois, c'est pas de là. Tomber dans le, tomber dans l'ethno-différentialisme, tu vois, c'est ça que je trouve dangereux, tu vois. Dans la volonté absolue tu vois, parce que tu le sens, le discours, c'est de se distinguer. Non, 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 je suis pas arabe, mais avec une volonté bien, bien fière, tu vois. Bah oui, mais quand c'était à l'époque d'Al-Andalus, t'étais bien content de te dire arabe. Tariq ibn Ziyad, quand il a fait son discours, il l'a fait en arabe, tu vois, devant les gens. Il l'a fait en arabe, dans un arabe parfait, tu vois. Donc à cette époque-là, vous étiez fiers de vous dire arabe, et aujourd'hui, comme on s'est fait taper dessus, vous dites non, non, je suis pas arabe. C'est extraordinaire, tu vois. C'est honteux. C'est honteux. C'est un manque de loyauté, tu vois. Si tu ne le penses pas, ne le dis pas, tu vois, parce que c'est déshonorant pour toi. Donc voilà, faites attention. En France, il est encore possible de se dire traditionnaliste tout en respectant les valeurs de la République et de ne pas se dire laïque. Et eux, tu vois, ce n'est pas une solution pour moi. Les frères, ya'atakoum saha, barakallahu fikoum, n'ayez pas de la haine entre vous, surtout, ce n'est pas le but. Le but, c'est de lire et de se renseigner sur sur ce qui est en train de se tramer, notamment en Algérie, parce qu'on peut participer. On peut participer au débat politique, aux questions de société, c'est tout à fait normal. Vous avez vu les déclarations qu'a faites Louisa Hannoun. Pour moi, c'est assez grave. Je pense pas que les Algériens sont d'accord, tu vois, dans les milieux, même dans tous les milieux, et je pense que ça doit barder dans les milieux conservateurs. Donc voilà, n'oubliez pas la question surtout sociale, parce que tout est social. Alors, réellement, les problèmes, pour les régler en grande partie, 99% c'est social. Tu payes bien les gens, tu respectes bien les gens, tu les payes. État-providence, comme le fait l'Algérie de manière relative, mais elle le fait bien, elle le fait quand même. C'est quand même inédit sur la scène africaine et sur la scène maghrébine. Il n'y a pas un pays providence comme l'Algérie, tu vois. Donc, à partir du moment où les questions sociales sont réglées, il n'y a plus de problème après quasiment, tu vois. Donc, n'oubliez pas dans votre esprit que la solution à pratiquement tout, au niveau politique, au niveau de la paix sociale, c'est justement de régler la question sociale au mieux, tu vois. Voilà, ça c'est une astuce aussi pour ne pas s'hystériser dans le débat, parce que beaucoup de rancœur et de frustration naissent justement de ces douleurs et des inégalités sociales, etc., etc. Donc plus on va régler la question sociale en Algérie, comme c'est en train de se faire, et plus on va avancer vers le mieux, plus on va payer et donner du respect aux institutions, à la police, etc., les payer bien comme il faut, etc., plus il y aura plus de corruption, Inch'Allah, il y aura plus rien, Inch'Allah. C'est comme ça, on avance tout doucement, et alhamdoulilah, on avance. Je vous dis, bon, ça fait 5 fois que je vous dis au revoir, parce que j'ai pas envie de vous quitter comme ça. Non, c'est vrai, faut pas tomber dedans, faut juste discuter entre vous, de manière tarbiya, et c'est tout. Là, vous discutez entre vous, oui, il y a ça, t'as lu quel livre, est-ce que c'est vrai, quelle est sa bibliographie, qui sont ces gens, quelles sont ces références, c'est tout. Et tu demandes, et si tu as un doute, il n'est pas interdit de demander. Et de demander aux gens de science si vous ne savez pas. Vous demandez et vous vous fiez par rapport à la majorité. Si vous avez des avis majoritaires à 90%, 80%, tu vas pas me sortir un article totalement isolé, tu vois. Après l'exception, c'est vrai, il peut y avoir des exceptions, mais l'histoire n'est pas une science exacte déjà. Et puis on connaît les grandes, tu vois, les grandes dates, on les connaît, tu vois. Donc c'est pour ça que je m'exprime sur ce sujet, parce que c'est clair en fait.
pour moi, c'est assez clair. J'aurais un doute sur la méthodologie des gens que je lis. Franchement, je ne les lirai pas. J'ai lu un livre, Maghreb dissident, qui parle justement du jacobinisme arabe versus le berbérisme. Il y a 40 pages de ce livre, elles sont admirables. Et pourtant, c'est un travail partagé entre deux auteurs, une arabe, une algérienne, je crois, et un français, un historien français. Et tout ce que j'ai lu dans Hafsa Karam Mustafa, je l'ai retrouvé dans un livre français, Maghreb dissident. Et il y a des centaines d'ouvrages qui parlent de ça. Des centaines d'ouvrages parlent de ça. Et vous allez voir, vous tapez juste berbérisme, Algérie, vous allez voir, tu vois. Et attention, bien évidemment que c'est pas la base de cette idéologie, bien évidemment, sans le soutien de la France, cette idéologie n'existerait pas. Bien évidemment, on est tous d'accord. Et quand je vous dis ça, c'est réel. C'est-à-dire, sans les soutiens de la France, ce fanatisme et cet ethno-racialisme va s'éteindre, tu vois. Donc voilà. Barakallahu fikoum, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, si vous avez des observations à faire sur cette intervention, je vous invite à me les faire en live, en privé, il n'y a aucun problème. Et je vous dis peut-être ce week-end. Oui, samedi ou après-demain, Inch'Allah. Salam alaikum.